Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette newsletter, la première newsletter de l'année 2023. Bien évidemment, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Beaucoup de réussite et pas qu'en bourse. La santé, qu'il ne faut bien sûr pas oublier. Alors, au vu des premières séances de cotation de l'année, la question que l'on peut se poser, c'est celle-ci. Où va nous conduire la bourse algorithmique ? Puisque la réussite en bourse passe par deux éléments essentiels, c'est-à-dire connaître le marché, comment fonctionne le marché, et maintenant, voilà, ce sont les robots qui font le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que c'est un programme. Voilà. Quand vous achetez un logiciel, il fonctionne d'une certaine façon. Donc, lorsque le logiciel est lancé, ben voilà, c'est parti. Rien ne peut l'arrêter. Vous lancez votre programme. Là, c'est exactement la même chose. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes ont ce logiciel, ont ce programme, et donc ils vont faire la même chose, ils vont exécuter le programme. C'est pour cela que nous avons eu notamment, et je l'avais précisé dans une newsletter, 11 semaines d'affilée sur le CAC 40, alors que les nouvelles n'étaient pas forcément très bonnes. Voilà, c'est dû à ce programme. Donc on sait maintenant qu'il peut y avoir des longues séries de hausse ou de baisse parce que c'est un programme, et ce ne sera pas nécessairement justifié au vu de la situation économique. Donc, première chose à savoir, maintenant, vous savez que la bourse dépend d'un programme. Donc, que nous réserve la bourse algorithmique? Et la deuxième chose, c'est votre comportement. Voilà. Vous devez avoir un comportement spécifique, un comportement exemplaire pour durer sur les marchés financiers, pour réussir sur les marchés financiers. Vous ne pouvez pas vous permettre la moindre erreur parce que cela impactera votre psychologie. Si vous êtes un compétiteur, si vous rentrez en compétition avec les autres, je suis meilleur que toi parce que j'ai fait ça, ou je joue avec le marché et je suis plus fort que le marché, cela se terminera forcément mal parce que la bourse n'est pas un jeu et surtout vous n'avez pas les moyens financiers pour jouer avec le marché. D'accord ? Donc avoir ce genre de comportement, si vous voulez, moi j'ai du mal à l'accepter parce que cela relève plus de la bêtise. Et je crois qu'il faut être sérieux quand vous êtes sur les marchés. Parce que c'est un domaine très difficile. Il est très difficile de percer, de réussir et de se maintenir sur les marchés financiers. Donc votre comportement doit être exemplaire. Vous devez être sérieux et mature face au marché. Et ne pas se laisser déborder par ses résultats, etc., etc. Si vous avez de l'ego, ce qui est normal dans la nature humaine, cela se retournera contre vous à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça c'est très important. La connaissance du marché, comment fonctionne le marché, et mon comportement qui doit être stable et exemplaire pour durer sur les marchés financiers. 2023 sera l'année du changement et avant de commencer cette newsletter où nous conduit la bourse algorithmique, j'ai une annonce à vous faire, mes chers auditeurs. Cette année 2022 a été très difficile. On le voit notamment avec Cathie Wood, qui est un des meilleurs gérants de la planète, qui a fait une performance catastrophique. Beaucoup de gérants ont perdu énormément d'argent. Quant à moi, il est vrai que je n'ai pas pu réaliser une 7e année consécutive de hausse. J'ai terminé l'année à moins 0,05%, donc à l'équilibre. Et ce qui est important, même si la performance est honorable, vu la difficulté de ce marché, parce que c'est une des pires années sur le CAC 40 depuis sa création, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est pourquoi, même si effectivement, voilà, je suis à l'équilibre, pourquoi effectivement je n'y suis pas arrivé, pourquoi je n'ai pas aligné cette 7e année consécutive de hausse, faire le bilan sur cette année. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai subi une perte sur l'action Orpea, donc qui a représenté 3,43% de mon capital, donc et effectivement un handicap dès le début de l'année. Au début, j'ai coupé une partie de ma position, mais voilà, je n'ai pas coupé suffisamment de pourcentage de ma position au départ. Alors bien évidemment, il y aura toujours des notants de leçons, mais il faut vous rappeler que Orpea, c'était une valeur de bon père de famille, c'était, je dirais, le Air Liquide de la maison de retraite. Donc la question qu'il faut vous poser, c'est si Air Liquide tombait à 100 €, est-ce que vous couperiez définitivement votre position? D'accord? Soit 30% de baisse. D'accord? Non, vous ne couperiez pas votre position. Et au contraire, je dirais que vous renforceriez.
Et c'est ce qu'ont fait des personnes sur Orpea quand elle était à 60. Ou vous achèteriez. Il y en a qui ont acheté également à 40 ou à 30. Donc cela montre que la bourse est très dangereuse, que ça peut arriver sur n'importe quelle valeur. On a vu ce qui s'est passé avec Téléperformance. Et donc voilà, ça arrive. Tout le monde peut commettre une erreur. J'ai subi une lourde perte en 3,43% de mon capital, puisque c'était la première capitalisation de mon portefeuille de trading. Voilà, donc j'ai réussi à remonter, puisque vous voyez, je termine à l'équilibre. Et c'est vrai qu'à 20 minutes de la fin, ce 30 décembre, j'étais positif, j'étais à plus 0,14. Et j'ai dit à un ami, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, je le disais depuis un moment, d'ailleurs, ce sera difficile. Les algorithmes se sont mis à la vente sur la dernière demi-heure, et donc je n'ai pas pu, malheureusement, finir positif. Bien, si c'est une belle performance. Mais pourquoi? Et la seconde raison, c'est celle-ci. En bourse, vous devez être très concentré. C'est la première chose. Il faut savoir à quoi vous en tenir si vous voulez être trader. Être trader, on rêve souvent de la belle voiture, de devenir riche, mais ce n'est pas ça le trading. C'est surtout être concentré et y passer énormément de temps. Donc ça, c'est la première qualité que doit développer un trader, la concentration. C'est-à-dire que rien d'autre n'existe que le trading. Ce qui est bien sûr très difficile. Voilà. Donc j'ai eu un défaut de concentration, puisque voilà, moi j'ai d'autres occupations, même si je passe beaucoup de temps sur le trading. Et là, à ce moment-là, et surtout à cette période-là de fin septembre, le dernier tiers de l'année, où là c'était très important, mais moi j'étais très occupé ailleurs et je n'avais pas le choix. Donc j'ai eu un défaut de concentration sur les marchés financiers, ce qui a affecté ma psychologie. Voilà. Voilà l'explication. Ça c'est très important. Psychologie affectée, donc forcément le trading est affecté parce que j'étais ailleurs et surtout, voilà, je voulais vous le dire, j'ai préparé mes produits, j'ai décidé après 6 années consécutives de hausse et ma passion pour le trading et une 7e année où j'ai relativement très bien résisté par rapport à la difficulté de cette année, j'ai décidé de me lancer dans la relation d'aide et de vous proposer différents produits. J'ai travaillé dur pour vous proposer des solutions complète afin de vous aider à vous améliorer sur les marchés financiers et obtenir des résultats. Alors bien sûr, je parle de relations d'aide, je ne parle pas de conseils, parce que comme je l'ai toujours dit, je le redis encore, j'aime le risque, mais donner des conseils en bourse, il faut être complètement fou, voilà, à cause de la volatilité, mais surtout, une petite nouvelle, on peut en faire quelque chose de gros. On peut grossir un petit événement, et cet événement va impacter le marché à la hausse ou à la baisse, ou impacter une valeur. Donc donner des conseils en bourse, vu qu'on ne maîtrise rien, d'accord, et vu la volatilité, je dis que c'est de la folie. Donc bien évidemment, ce ne sera jamais du conseil, ce sera une relation d'accompagnement. Donc ces solutions seront prêtes début avril. C'est ça l'année du changement. Je vais mettre à disposition mon expérience, mais de manière plus approfondie, parce que cette expérience, je la mets déjà à disposition gratuitement maintenant depuis de nombreuses années. Mais là, bien évidemment, il y aura beaucoup plus de création de valeur. Et je pense que maintenant, c'est le moment. J'ai largement démontré mes capacités et déjà de par mes résultats sur la Bourse de Paris depuis 6 ans. Donc je me suis dit maintenant, vas-y, aide les autres à réussir sur les marchés financiers. Voilà, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet avec effectivement cette hausse, cette belle hausse, une progression impressionnante depuis le début de l'année du CAC 40. Bon, je ne suis pas complètement surpris parce que je vous en avais parlé déjà sur la newsletter prévisionnelle, je vous l'avais dit, on peut faire des plus bas sur le Nasdaq et sur le SP500, mais sur le Dow Jones et le CAC 40, c'est autre chose. Il faut casser ce CUMO, mais non. Ça voulait dire en fait qu'on peut aller plus haut. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, ce que l'on remarque actuellement, c'est que la dissonance cognitive tourne à plein régime. C'est-à-dire les informations que vous recevez sur les différents supports. Hein, voilà. Et ça arrive même durant la même séance. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était plutôt, on vous disait, il faut que tu fasses ça, il fallait surtout pas faire ça, il fallait faire le contraire. On vous dit d'acheter au plus haut, voilà, de vendre au plus bas, etc. Mais là, maintenant, c'est, on vous donne une information et son contraire quelques jours après, ou voire le lendemain, voire dans la même séance. Alors 2022, c'est la 4e pire année pour Wall Street, dans l'histoire de Wall Street. Donc le pire, c'était en 2008. Après, il y a eu le krach obligataire de 74.
le crack Internet en 2001 et 2022, donc une des pires années pour Wall Street. Et surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est la pire année au niveau obligataire depuis un siècle et demi. Voilà. Alors, je vous rappelle que normalement, quand les actions sont attaquées, l'obligataire se porte bien. C'est pour ça qu'on fait 40% actions, 60% obligataires. Et là, c'est une année où les actions ont chuté, l'obligataire a chuté. Vous voyez, c'est très bizarre. Donc, ça aussi, c'est pareil. La robotisation fait que, voilà, ça change maintenant. Ce n'est plus pareil. On change la manière de procéder. Donc, forcément, ce qui était vrai avant ne l'est plus maintenant, aujourd'hui. Alors, à la fin de l'année 2022, et maintenant encore, voilà le côté négatif de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, voilà, le côté négatif, c'est les taux d'intérêt vont continuer à monter parce que le but, c'est de maintenir une inflation à 2%. Donc, ça va être très difficile de revenir à 2%. Donc, les taux d'intérêt vont continuer à monter et vont rester élevés pendant un certain temps. C'est-à-dire quand on va arrêter de les monter, ça va rester élevé un certain temps. Donc on parle de 5%. La réserve fédérale américaine est entre 4,25 et 4,50. Donc en gros, ça fait 2 hausses. Et après, c'est terminé, mais ça va rester à un niveau élevé. Alors, ce genre d'information a été relayé dernièrement, encore une fois, par M. Bullard et la présidente de la réserve fédérale de Kansas City. Ceci, on le sait depuis très longtemps, et ça fait longtemps qu'ils nous le disent, et ça a eu fait chuter les marchés à certains moments. Là, pour l'instant, le marché s'en fout de cette nouvelle. Là, ils pensent que ça va s'arrêter, qu'on va monter les taux de 0,25 le 1er février, voilà. Après, cette politique des banques centrales de remonter les taux d'intérêt, la conséquence, bien sûr, elle commence à se faire sentir lorsqu'on voit l'ISM manufacturier et l'ISM des services américains qui sont maintenant en zone de contraction. Tous les deux, et notamment l'ISM des services qui est nettement inférieur aux attentes. Et vous voyez que par exemple le PMI manufacturier américain est au plus bas depuis 31 mois. Les licenciements arrivent avec voilà, de plus en plus de coupes dans les effectifs avec Goldman Sachs, Amazon, Vodafone et BlackRock. Voilà, bien sûr, ça va suivre. Et on vous annonce que on n'a pas vu la capitulation de Wall Street. La directrice du FMI annonce que cette année sera plus difficile que 2022. Les marchés ont souffert en 2022, mais cette année 2023 sera encore plus mouvementée. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'avis des gérants du ménage général qui disent il faut vendre les actions maintenant et acheter plus tard parce qu'effectivement il y a un déclin économique et le meilleur moment pour acheter sera dans 1 an voire plus. Alors que après mon étude des marchés financiers, lors de la newsletter prévisionnelle de décembre, je vous ai averti que peut-être que ça ne se passerait pas comme ça. Moi j'avais mon idée, je me dis finalement 2023 sera positif, mais je n'osais pas trop le dire parce que voilà, c'est difficile de se projeter en 1 an, mais mes études me laissaient penser que voilà, finalement 2023 serait positif et je vous dis oui, c'est vrai, on peut faire de nouveau plus bas, mais attention. Et pour cela, regardez cette newsletter ou revoyez l'analyse technique des indices. Donc voilà ce qu'on vous annonçait en gros à la fin de l'année. Et là, on vous a redit que effectivement les taux vont rester élevés, etc. Que la fin du monde arrive, qu'il faut surtout vendre vos actions et ne pas les acheter. Et les acheter plutôt dans 1 an. Voire plus tard. Mais, étant donné que nous avons un début d'année tonitruant, il y a ce qu'on appelle maintenant des retournements de veste. Donc en fait, la dissonance cognitive, on vous dit, ah ben non, finalement, voilà. Voilà, et en fait, on jongle avec ça. Hein. On vous dit, ah ben non, on commence à vous donner des bonnes nouvelles. Ou alors peut-être ça va se passer comme ça. Voilà. Donc d'un seul coup, ah ben c'est... Voilà, d'un seul coup, c'est comme s'il y a une averse et instantanément, hop, le plein soleil. Ça va vous perturber. Donc dissonance cognitive à la toque, je dirais, avec des nouvelles du genre les taux de la BCE devraient atteindre un pic d'ici l'été, comme le dit Monsieur Villeroy de Gallo, alors qu'elle avait dit exactement l'inverse il y a quelque temps. La Fed ne montera pas ses taux au-delà de 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement ça ne se passe pas comme ça, alors qu'on le sait très bien que ça risque de ne pas se passer comme ça, eh bien les marchés accuseront le coup. On dit que l'inflation a atteint un pic.
Ça, on va voir à la fin de la newsletter. Monsieur Bullard dit que ce sera l'année de la désinflation. Madame Georgieva, la directrice du FMI, dit que les États-Unis, peut-être que les États-Unis finalement ne rentreront pas en récession cette année, alors qu'elle vous a dit que ça serait une année plus difficile. Et la récession mondiale, elle en a assez parlé, donc en fait, elle dit exactement le contraire, et c'est la directrice du FMI qui vous dit ça. Voilà. Ça serait moi qui vous le dirais, bon, ben voilà, moi je ne suis personne. Mais là, c'est quand même quelqu'un de très influent qui a d'autres responsabilités. Voilà, c'est normalement quelqu'un d'exemplaire, la directrice du FMI, qui vous dit exactement le contraire en quelques semaines. Et puis après, il joue avec les stats. Alors par exemple, le chômage va monter, et comme le chômage va monter, la Fed va moins monter ses taux, mais après le salaire moyen est supérieur aux attentes, et là, oulala, comme le salaire moyen est supérieur aux attentes, ça va entretenir l'inflation, et finalement, on fait chuter le marché, vous voyez, sur une même statistique. Ah oui, mais voilà, donc, vous voyez, on vous sème le trouble jusqu'aux statistiques, sur la même statistique, ils s'en servent pour faire de la dissonance cognitive. Mais après, moi, ce que je vous dirais, c'est que lorsque les 5 premières séances de l'année sont positives, il y a 80% de chances que l'année soit positive, avec une performance honorable en plus, d'accord? Mais aussi que le CAC 40, la seule fois où le CAC 40 a fait 2 années de baisse d'affilée, c'était en 2001-2002, depuis 1991. Donc je vous l'ai bien dit dans la newsletter précédente. Voilà, moi je veux bien que ça continue, qu'on fasse des plus bas, mais cassez-moi le cul au jour sur le Dow Jones. Et le CAC 40, sous-entendu, voilà, moi je m'en doutais. D'ailleurs, j'ai acheté la première séance de l'année, que ça n'allait pas se passer comme ils l'ont dit. Donc on repart là-dessus, une dissonance cognitive. Et après, voilà, là, on va vous dire, quand on va vous dire, ben là maintenant c'est le moment, alors qu'on vous disait, mais non, il faut les acheter dans un an, les actions, maintenant il faut vendre. C'est là où ça va chuter. Voilà. Alors, l'inflation ralentit, c'est une bonne nouvelle, effectivement, ça se ressent sur certaines statistiques. Et il ne faut pas oublier qu'un petit peu d'inflation, avec des taux d'intérêt un petit peu élevés, voilà, 5-6%, avec un petit peu d'inflation, c'est plutôt bon pour la croissance, justement. Voilà, ça on oublie de dire que les taux d'intérêt, il ne faut pas qu'ils soient trop élevés, mais c'est bon pour la croissance. C'est-à-dire que les gens, ils consomment, etc. C'est quand justement on baisse les taux d'intérêt que c'est pour relancer l'économie. De monter les taux d'intérêt, c'est que tout se passe bien quelque part. Donc une inflation pas trop élevée avec des taux d'intérêt pas trop élevés, c'est plutôt bon. Ça, on oublie de vous le dire. Et c'est pour ça que là justement, il y a des stats qui se redressent parce qu'on arrive à trouver un équilibre. Alors les PMI de la zone euro se redressent. On vous dit que le pire est passé, mais c'est quand même encore inférieur à 50. Vous voyez, là c'est... Allez, ben, finalement tout va bien. Voilà. Goldman Sachs même dit que la zone euro pourrait échapper à la récession. Il me semble qu'il avait dit le contraire. Hein. Ou en tout cas, d'autres banques américaines l'avaient dit. Voilà, vous avez par exemple le chômage qui résiste bien. Voilà, le chômage n'augmente pas. Les ventes au détail dans la zone euro et en Allemagne sont supérieures aux attentes, donc la consommation elle tient bien, vous voyez, malgré cette remontée des taux. Et là, nous avons vu également ce vendredi l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui est nettement supérieur aux attentes. Donc voilà, là c'est encore la consommation. Donc voilà, là, maintenant, ça y est, tout va bien, il n'y aura pas de récession. Et Monsieur Bullard, bon voilà, il reste toujours dans la mesure, mais... Voilà, c'est quand même de la com en disant que le risque de récession a diminué et en fait, le sentiment d'atterrissage en douceur a augmenté. Donc voilà, en fait, finalement, ça y est, c'est terminé. On achète, on va dire, ah là, maintenant, il faut acheter. Alors qu'en décembre, on vous a dit, mais non, c'est dans un an qu'il faut acheter. Voilà. Et bien sûr, ce qui fait du bien au marché, c'est la réouverture de l'économie chinoise. Voilà, avec... la fin de leur politique restrictive de zéro Covid. C'est vrai, comme c'est une grippe, grosso modo, ça paraît difficile, effectivement, de maintenir un zéro Covid. Voilà, ça paraît impossible. Donc, ils ont dit stop. Et là, bien sûr, ça fait du bien au marché et ça donne de l'optimisme au marché. Les opérateurs sont optimistes. Voilà, attention à l'optimisme.
Donc comment je vois le marché? Maintenant nous arrivons à la conclusion de cette newsletter. Donc déjà nous allons faire un point sur le CAC 40 assez rapide. Là je vais vous expliquer. Donc comment je vois les choses dans les semaines à venir, puisqu'on se reverra bientôt, puisque tous les mois je fais une newsletter. Donc voilà, on en reparlera au mois de février. C'est maintenant que je vous donne mon avis, mais déjà faisons un point graphique. Le point graphique, alors ce qui est intéressant, c'est de revenir sur le CAC 40. Donc comme je vous en avais parlé lors de la précédente newsletter, ce qui était important, c'est le Dow Jones et le CAC 40. Et là, ce qui est important, c'est l'hebdomadaire sur le CAC 40, puisque nous échappons au cycle baissier du CAC 40, comme il y avait eu en 2008 ou en 2001, puisque les cours ont franchi le cumul qui commençait à devenir baissier. Et on franchit la moyenne 30 semaines ici en noir. Et donc, à quoi on pense lorsqu'on voit ce graphique? En fait, nous rentrons dans un range hebdomadaire, puisque justement, là, nous voyons le cumul span qui croise, avec la résistance ici de janvier 2022. Et effectivement, ce que l'on peut conclure, c'est que la probabilité qu'il y ait un crack en 2023, en tout cas sur l'indice, est très faible. Ce n'est pas impossible, attention, ce n'est pas impossible. Nous voyons bien sûr que ce support là est très important vers les 5700 points ici. C'est un support très important qui a été testé plusieurs fois, donc ce sera le bas du range hebdomadaire. Donc le crack, la probabilité est faible, je dirais qu'elle est quasi nulle. Enfin, je vous dirais qu'elle était quasi nulle s'il n'y avait pas les algorithmes, parce que maintenant on voit ce qu'ils ont fait en 2020, je vais en parler un petit peu après. Tout est possible. Voilà, tout est possible pour surprendre les mains faibles, je dirais, d'accord? Voilà. Donc, on voit ce qu'ils sont capables de faire sur une valeur comme Téléperformance, donc pourquoi pas sur un indice. On voit déjà ce qui se passe. On l'a vu, par exemple, sur l'inflation US, voilà ce qu'ils sont capables de faire sur un indice. Donc, ils pourraient le faire, le transpercer. Mais bien évidemment, c'est peu probable. Là, nous rentrons dans un range, voire nous pouvons peut-être dépasser ce range. Normalement, ce qui se passe dans ce cas-là, nous approchons du haut du range, ça devrait consolider. En tout cas, voilà. Ce que l'on peut dire, c'est que le CAC 40 maintenant est dans un range. Et on va suivre avec attention la suite et notamment l'interprétation des résultats. Alors, comment je vois personnellement la suite des événements? Alors, je vous dirais que cette année est comparable à l'année 2019. Moi, je me souviens de 2019, après la petite correction là, du dernier trimestre 2018 d'ailleurs, qui avait fait très mal. Si vous voulez, ça c'était un petit peu le test. Voilà, c'était le test du renouveau de la bourse dirigée par les algorithmes. Donc nous avons eu une très belle année avec des petites phases de consolidation. Et moi je serais partant pour une année comme en 2019. Voilà, ça sera plutôt une belle année. Mais il va y avoir des moments de baisse. Et ces moments de baisse pourront être mis à profit pour se positionner sur certaines valeurs. Voilà, voire renforcer sur certaines valeurs. Bien évidemment, ça je l'ai déjà dit, vous le savez, maintenant c'est le cas par cas. Donc il faut bien surveiller vos graphes et donc voilà, ça dépendra sur quelle valeur vous allez intervenir. Voilà. Si vous êtes persuadé qu'une dope peut faire des merveilles, eh bien, vous ferez sûrement piéger. Mais voilà, si vous suivez bien le marché, vous connaissez bien les valeurs, ben voilà, vous direz ah, peut-être cette valeur il y a quelque chose à faire. Donc je vois plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, il va sûrement y avoir une petite conso, alors peut-être en février ou sur l'intervention de Powell le premier ou sur les résultats, mais je pense que ça serait une occasion de se renforcer ou de se positionner. Donc j'aurais plutôt tendance à penser cela. Parce qu'on le voit, le marché est acheteur. Le marché, je dirais, recommence à ne plus baisser. Hein, il ne veut plus baisser le marché. Voilà. Donc, une mauvaise nouvelle, voilà, on fait un peu de dissonance cognitive, ça rebaisse un peu, mais après ça remonte. On l'a vu sur le résultat des banques américaines qui ont augmenté leur provision pour risque de crédit. Alors rappelons que bien sûr, les résultats américains, les analystes abaissent drastiquement leurs prévisions de bénéfices à chaque fois. Voilà, donc les banques, les bénéfices sont supérieurs aux attentes. Voilà, ben oui, parce que c'est toujours comme ça. Ils abaissent drastiquement leurs prévisions. Hein. Mais là, on augmente les risques de prévision pour les risques de crédit. Et finalement, après un moins 250 sur le Dow Jones, on finit en hausse. Donc voilà, je ne suis absolument pas surpris par ce qui s'est passé à Wall Street vendredi. Et le marché ne veut pas baisser, c'est clair. Donc,
Ça serait plutôt ça. Maintenant, nous sommes qu'au mois de janvier et je vous l'ai montré sur l'analyse du CAC. Tout est possible, l'année n'est pas terminée, nous sommes qu'au mois de janvier. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on suit l'évolution des marchés, 2018 c'était un test, ça a été un massacre. C'est un test, mais après ils sont vraiment rentrés dans le vif du sujet lors du Covid en 2020. Avec ce massacre, ça a commencé de mémoire, c'était le 24 février ou le 23. Et pendant 3 semaines, ils ont fait plonger les indices littéralement, ça a été un véritable massacre. Alors que je vous le rappelle, le Covid, on le savait. Le Covid, on le savait depuis novembre ou décembre 2019 que voilà, on était au courant. Ils ont attendu le mois de février pour faire plonger le marché. Donc maintenant, c'est un marché comme ça. On se réveille un matin, on a des téléperformances et on se prend moins 40, voilà, ou moins 30 sur son portefeuille, sur une très belle valeur et qui remonte après. Voilà, donc c'est ça le marché maintenant. Donc tout est possible. Et c'est vrai qu'il serait capable de reproduire ce qui s'est passé en 2020. Je l'ai déjà dit de toute façon, et ça se reproduira sûrement. Voilà. On le fait sur une valeur, on peut le faire sur un indice. Il faut rester méfiant, mais je dirais que l'année, ça se présente bien, que plus du 2019, où toute baisse sera l'occasion de renforcer ou de se positionner sur certaines valeurs, bien évidemment. Voilà. Après, il faut rester méfiant parce que l'inflation baisse, c'est sûr, mais elle continue à monter hors alimentation et énergie. Après, il y a cette histoire avec les crypto-monnaies, avec FTX, là. Vous voyez, ça a quand même fait mal au secteur des crypto-monnaies. Il faut savoir que la Fed et 2 organismes de régulation ont averti les banques sur le risque, justement, lié à la chute des FTX et des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est une affaire qui peut ressortir. Parce que par exemple, les subprimes, ça datait depuis 2005 l'histoire. Hein. C'est en 2005 que M. Michael Burry, d'ailleurs je vais en parler, a alerté les marchés que ça allait s'effondrer, etc. Mais il a fallu attendre fin 2007, début 2008. Donc cette histoire des cryptos, ils peuvent s'en servir à un moment ou à un autre. Ou alors si finalement, ben, c'est ce que dit M. Burry, parce que M. Burry dit que l'inflation va monter. Alors il dit peut-être que là on a atteint un pic, mais en fait l'inflation évolue par phase. Donc en gros, là on a atteint un pic, mais après ça va repartir. C'est ce que dit M. Burry. Et donc les États-Unis vont entrer en récession et que l'on va faire de nouveau plus bas. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais surtout, il dit quelque chose de très important, Michael Burry. Et je suis totalement d'accord avec lui, et c'est ce qui pourrait expliquer la hausse des marchés actuellement. En fait, il dit qu'en réalité, la Fed ne veut pas lutter contre l'inflation, mais juste recharger le bazooka monétaire. Voilà, suivez bien son raisonnement, et moi je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que là, il remonte les taux. Voilà, ils vont les remonter jusqu'à un certain point. Donc là, on est à 4,25, 4,50, donc tout le monde dit que ça va s'arrêter à 5. Donc en gros 2 fois 0,25, même si M. Bullard et certains ont dit on va dépasser les 5, et là en fait à ce moment-là peut-être si on dépasse les 5 ils font chuter le marché, bien qu'ils le savent, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que les ISM américains et le PMI manufacturier commencent à être en phase de contraction, donc en fait s'il y a un gros ralentissement sur les marchés, qu'est-ce qui va se passer? La Fed va baisser ses taux, là elle va pouvoir les baisser parce qu'elle est à 4,50, elle pourra les baisser même je dirais d'un point directement et après faire du 0,50. Hein. Donc pour relancer l'économie, et si ça ne suffit pas, la Fed refera du quantitative easing. Donc en fait je suis d'accord avec Michael Burry. Et ce que les spéculateurs et les élites Wall Street, ce qu'elles aiment, c'est les liquidités. Donc elles se disent finalement, là on va monter les taux, finalement c'est pas si catastrophique que ça. Mais si ça devient catastrophique au niveau de la croissance de la consommation, voilà, si vraiment il y a un déclin économique important, la Fed baissera ses taux d'intérêt et refera du quantitative easing. Ce qui veut dire que nous allons peut-être partir vers une nouvelle bulle. Alors bien évidemment, ça va mettre du temps tout cela, hein, d'accord? Ah ben oui, finalement, là nous sommes arrivés à un point, le bazooka est rechargé, et de toute façon, si ça va mal, la Fed sera là. Donc on repartira de plus belle. C'est ce qui pourrait en fait expliquer l'optimisme des marchés actuellement. Donc voilà l'histoire. Maintenant on attend de voir, on attend la suite des résultats
Pour l'instant, Wall Street a bien réagi aux résultats du banque. Et il faut s'attendre à une petite correction. Là, peut-être qu'on vous dira, ben, ça y est, en fait, ça va, c'est le crack, etc. On vous dira que ça va baisser. Et pour moi, ce sera le moyen de se positionner ou de renforcer sur certaines sociétés. Bien évidemment, il faudra faire le bon choix. Je vous remercie de votre écoute et d'être resté jusqu'à la fin. Ne partez pas sans vous abonner. Surtout, cliquez sur la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir une alerte lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Likez et partagez ce travail. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.